On va commencer la présentation des challenges, donc la deuxième partie des challenges pour cette année. Donc il y en a 7 de plus. Il y en a un qui n'a pas pu venir, mais il se trouve qu'il avait déjà été présenté ce challenge l'année dernière, mais il y avait un léger bug qui faisait qu'on pouvait retrouver les solutions quasiment dans les données qui étaient fournies. Donc ce bug a été réglé. C'est le challenge LOPS qui est proposé par Jean-Marc Delouis et Florian Sévélec du laboratoire LOPS de Brest. Et c'est un très beau challenge sur des problématiques de prédiction de température régionale, et notamment cette problématique d'augmentation des températures à cause du réchauffement climatique. Donc évidemment, derrière cette question-là, il y a la question des modèles. Il faut valider des modèles les plus précis possibles, mais qui évidemment ne doivent pas overfitter les températures passées. Et donc, c'est un problème de modélisation climatique sur des données réelles. Alors, il y a une vidéo qui est déjà postée sur le site de Challenge, donc vous pouvez la consulter. Elle va être légèrement modifiée parce qu'il y a eu quelques modifications et le challenge est donc relancé. Donc la vidéo est quand même disponible et on va commencer maintenant par les nouveaux challenges, les 6 nouveaux challenges en plus. Alors le premier va être proposé par l'AMF, donc, qui va nous être présenté par Iris Lucas, qui est à la tête du service de Data Intelligence. Donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui est en quelque sorte le gendarme des marchés financiers, qui régule l'éthique et le bon fonctionnement des marchés financiers. Et donc ça, c'était OPS. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être ici pour vous présenter nos challenges de cette année. Donc, c'est la deuxième année consécutive que l'AMF soumet un challenge pour le challenge data de l'ENS. Et donc, cette année, on vous soumet un challenge qu'on a intitulé What do you see in the stock market data? Tout simplement parce qu'on vous a soumis des données qui viennent des carnets d'ordre des marchés financiers. Donc, on va voir à quoi ça correspond et de en fait essayer de détecter ce qu'on appelle des événements atypiques. Alors, très rapidement, l'AMF, comme l'introduisait Stéphane, on est l'équivalent du gendarme de la bourse. Donc, notre rôle, on a plusieurs missions. Parmi les différentes missions, la protection de l'épargne, dès lors où c'est investi en produits financiers. Donc, ça ne concerne pas, par exemple, votre livret A. Également, de veiller à la bonne information des investisseurs et de tous les investisseurs. Et donc, de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. Comme on est gendarme de la bourse, j'ai coutume de dire qu'on est comme un médecin, il faut tout nous dire, et donc on a la chance d'avoir une réglementation. Non. C'est mieux là ? Ouais, ok, pardon. Donc on a la chance de recevoir énormément de données, ce qui nous donne le loisir, en tout cas pour mener à bien nos missions, de traiter une grande quantité de données, qui plus est nominative. Alors là, dans le cadre du challenge, ce sera forcément anonymisé, mais qui nous permet de reconstruire milliseconde par milliseconde. Ah, je peux enlever le masque, mais formidable. Milliseconde par milliseconde, tout ce qui se passe sur les marchés financiers et d'avoir une vision exhaustive de l'activité sur le marché français. Hop. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans le cadre de nos missions, on collecte énormément de données. Et parmi ces données, une des choses que fait mon équipe, c'est de développer des algorithmes pour détecter ce que j'ai appelé dans le cadre du challenge, des événements atypiques. Ce qu'on peut assimiler à la détection d'anomalies, notamment parce que dans cette même problématique, on va retrouver la contrainte que, en général, il y a quand même moins d'événements atypiques, c'est-à-dire moins d'anomalies, on va dire d'événements sains ou normaux. Donc, il est difficile, que ce soit pour le challenge, mais dans la réalité, de faire une liste de tous les types d'événements atypiques qui peuvent exister. Il peut y en avoir des
très simple. On peut par exemple, je pense que ça peut être compréhensible pour tout le monde, d'imaginer une variation de prix très forte, très soudaine, ce qui voudrait signifier, ce qui pourrait traduire qu'il se passe quelque chose sur le marché, soit qu'il y a une nouvelle information qui a revu la valorisation d'une valeur, ou tout simplement qu'il y a quelque chose dans le comportement des participants, parce qu'il ne faut jamais oublier finalement que la valorisation d'une action, même si elle a la composante économique, elle va évoluer en fonction des comportements des participants sur le marché. Et donc une forte variation de prix peut traduire une certaine sorte de dysfonctionnement. Donc je n'expliquerai pas nécessairement l'origine du dysfonctionnement, et pour le challenge on n'en a pas besoin, mais une variation de prix qui me paraît assez simple à comprendre peut faire partie de ces types d'événements atypiques. Donc ça c'est quelque chose de très simple. Ça peut aller sur des événements atypiques beaucoup plus sophistiqués. C'est bien la raison pour laquelle tout ne sera pas listé, ce ne sera pas exhaustif dans le challenge, parce que ces événements plus sophistiqués nécessitent d'être beaucoup plus experts sur les marchés pour comprendre en quoi est-ce qu'ils sont sophistiqués et qu'est-ce qu'ils traduisent. Donc, pour ce challenge, on vous a soumis un échantillon de nos données dans lequel on a tagué un certain nombre d'endroits dans les données où il y a eu des événements atypiques. Et l'objectif, c'est de proposer un modèle apprenant qui serait capable, en s'affranchissant du fait de détecter un certain type d'événements atypiques, puisqu'on n'a pas indiqué dans le dataset s'il s'agissait d'un événement atypique de type A, de type B ou de type C. Donc d'être capable, un modèle capable de détecter donc ces anomalies, ces événements atypiques. Donc, parce qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps que les 10 minutes que j'ai pour vous présenter l'ensemble des problématiques, les données, etc., j'ai pris le parti, plutôt pour cette présentation, pour cette introduction, de lever le point d'attention du challenge. Donc, en premier point, dans les données, vous verrez que les données qui ont été mises à disposition, ce sont des données très granulaires, au sens où elles traduisent quasiment milliseconde par milliseconde toutes les interactions qu'il y a eu par les participants au marché. Donc ça fait que vous avez beaucoup de données qui sont granulaires à un niveau le plus atomique qu'il soit. Mais dans la réalité, les événements atypiques qu'on vous demande de détecter, ils ne se passent pas au niveau d'une milliseconde, mais sur un ensemble de timestamps. D'accord ? Donc on parle plutôt de séquences. Ce qui signifie que finalement, pour pouvoir essayer de détecter ces événements atypiques, ça va demander aux challengers de calculer, peut-être de faire un choix et de calculer des features qui vont davantage être au niveau agrégé, qui vont couvrir une certaine période de temps pour pouvoir détecter ces anomalies. Par ailleurs, dans le dataset qui a été soumis, les endroits où on a indiqué où est-ce qu'il y avait un événement atypique, on a indiqué au niveau d'un créneau horaire, c'est-à-dire d'une tranche d'une heure. Par exemple, une journée de bourse s'écoulant, donc commençant à 9h et se terminant à 17h30, on indique si entre 9h et 10h, il y a eu un événement, si entre 10h et 11h, il y a eu un événement atypique. Mais dans la réalité, cette séquence, cette anomalie, elle n'a pas forcément duré sur toute l'heure, elle n'a pu apparaître que sur 10 minutes, sur 5 minutes ou que quelques secondes sur cette tranche horaire sur laquelle il est indiqué qu'il y a eu un événement atypique. De la même façon, vous verrez que dans le dataset, il peut arriver qu'on ait un événement atypique sur plusieurs heures continues ou discontinues dans la journée. Et en général, ce qui est indiqué, c'est que même si c'est sur des heures discontinues, il y a des chances quand même qu'il y ait une certaine corrélation, que ce soit les conséquences de même événement qui se retrouvent par exemple entre 9h et 10h ou entre 11h et midi. Donc du coup, un effort à faire entre le niveau très granulaire des données et le fait que pour retrouver ces événements atypiques, vous allez devoir recalculer, prendre un peu plus de hauteur pour pouvoir détecter au niveau des séquences. L'autre point que je voulais mentionner également, c'est que les événements atypiques sont assez rares, et d'ailleurs heureusement, parce que s'ils traduisent un certain dysfonctionnement, on espère qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça veut dire que dans le dataset, finalement, vous aurez beaucoup plus de tranches horaires sans événements atypiques qu'avec événements atypiques. Il faudrait prendre en compte, c'est que le modèle que vous développerez, finalement, c'est beaucoup plus grave de louper un événement atypique que de considérer qu'il n'y en a jamais. Et l'autre point également que je voulais mentionner, c'est mon dernier bullet point ici, c'est que ces événements atypiques, dans la réalité, en pratique, nous, on a des algorithmes qui vont chercher à les détecter. Puis après, il y a forcément un humain derrière qui va les vérifier si cet événement atypique, il est vraiment une conséquence d'un réel dysfonctionnement ou si il s'explique par
par certaines choses. Je vous parlais par exemple d'une forte variation de prix. Des fois, ça s'explique tout simplement parce qu'il y a eu une news, il y a eu le Covid, etc. Enfin, voilà, donc tous les événements atypiques ne sont pas, peuvent parfois s'expliquer. Et ce qui veut dire que en pratique, ce type de modèle qui va chercher à détecter ces événements atypiques, on veut qu'il soit le plus précis possible, c'est-à-dire qu'il loupe le moins d'événements atypiques possible, mais on veut aussi qu'il génère une volumétrie qui soit humainement traitable. Ce qui signifie que une approche qui serait capable de lever tous les événements atypiques, mais qui générerait énormément de faux positifs, ça voudrait dire que ce serait probablement une volumétrie qu'on ne pourrait pas traiter. Et donc ma dernière slide, c'était pour refaire un petit point sur les données. Alors, encore une fois, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais ce qui me semblait important de vous dire, c'est qu'une journée de bourse, donc entre 9h et 17h30, pendant cette journée de bourse, on va considérer ce challenge qu'on est sur le périmètre des actions, d'accord ? Donc, vous avez peut-être en tête Total, Danone, ce genre de choses pour les plus importantes. Et donc, sur les marchés des actions françaises, on est sur un marché électronifié dont tous les intérêts acheteurs ou vendeurs sont centralisés dans ce qu'on appelle un carnet d'ordre. Et donc, les données qu'on vous a soumises ici sont des données qui représentent la dynamique du carnet d'ordre. Donc, pour chaque action, sur toutes les journées qui sont contenues dans le dataset, on va avoir la liste de tous les événements, c'est-à-dire de toutes les interactions que les participants ont pu avoir sur cette valeur sur telle journée. Donc, le fait de vouloir acheter des actions, le fait de vouloir vendre, le fait de vouloir annuler son intérêt acheteur-vendeur, etc., etc. Vous allez avoir l'ensemble des interactions qu'il y a pu y avoir. Donc, comme je vous parle du carnet d'ordre et de centralisation des intérêts acheteurs et vendeurs, ce qu'on appelle un ordre, c'est finalement ça, c'est un intérêt acheteur ou vendeur, c'est le fait de dire « je suis prêt à acheter peut-être 100 titres d'actions totales jusqu'à 52 €, je suis prêt à vendre 200 actions par exemple jusqu'à 54 €. Et dans ce carnet d'ordre, ces intérêts acheteurs-vendeurs, ils ne vont pas forcément toujours tout de suite se croiser. Et finalement, c'est au moment où un intérêt acheteur va croiser un intérêt vendeur qu'il va y avoir une transaction, donc un consensus sur le prix et une certaine quantité de titres à échanger. Donc rapidement, parce que je vois que Stéphane arrive derrière moi et que j'ai dépassé, je arrive presque à 10 minutes. Il y a certaines notions derrière il y a plusieurs notions derrière celle de prix. Le fait des meilleurs prix offerts à la vente, ça veut dire que parmi tous ceux qui sont prêts à vendre des titres, le prix le plus bas qui est considéré. Et dans tous les intérêts tous les intérêts acheteurs, on parle du meilleur prix à l'achat comme le prix le plus haut de celui qui est prêt à acheter. Et ça, en général, ça encadre une notion qu'on appelle la fourchette et avec un prix médian qu'on appelle le mid-price. Et quand on parle de prix, on peut également parler d'une prix de transaction. Donc, c'est-à-dire cette fois-ci quand il y a un intérêt acheteur et un intérêt vendeur qui se croisent. Ces différents niveaux de prix et comment ils évoluent dans le temps, c'est une information qui est très importante pour comprendre la dynamique du carnet et qui est très importante à prendre en compte, à mon sens, dans le cadre de ce challenge, en regardant tout simplement comment est-ce qu'ils évoluent avec leur volume associé, permettent de capter un certain nombre de choses dans les comportements des acteurs. Et je vais m'arrêter là. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, non, mais c'est aucun problème. Merci beaucoup. Alors, on va passer au challenge suivant qui nous est proposé par EDF. Et donc, sur un problème de segmentation d'images de points par Guillaume Terrasse. Donc, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Terrasse, je suis ingénieur-chercheur à EDF R&D. On est basé sur le plateau de Saclay. Alors, avec mes collègues Antoine Robin et Guillaume Thibault, également d'EDF R&D à Saclay. Alors, on est très heureux de vous présenter un challenge autour en fait, de la segmentation sémantique des nuages de points, mais en environnement industriel. Alors, ces environnements, ils sont un peu plus complexes que les environnements tertiaires. Alors, d'une part, parce qu'on va avoir des équipements qui sont très différents. On va avoir une variété autour des équipements. On a des équipements qui sont très compacts, comme des vannes. Et alors, on va aussi avoir des équipements qui sont très étendus, comme des tuyauteries. Et ensuite, on va avoir une densité d'équipements assez importante, dans la mesure où ça va être assez difficile de distinguer les équipements au sein même du nuage de points.
Donc ça, c'est pour l'introduction. Alors, pour vous donner un peu le contexte de nos travaux EDF, finalement, en fait, on a développé toute une chaîne méthodologique qui va de l'acquisition jusqu'au traitement pour constituer ce qu'on appelle des maquettes 3D telles que construites. Alors, telles que construites, ça veut dire qu'on a une maquette 3D de l'existant d'un bâtiment à un instant T, au moment de l'acquisition. Alors, et ça, on voudrait avoir des maquettes 3D pour l'ensemble des bâtiments industriels d'EDF. Et si je prends juste la filière nucléaire, pour une filière nucléaire, on a 56 sites de production. Et pour ces 56 sites de production, on aimerait avoir une maquette 3D de 8 bâtiments. Ça, c'est que pour le nucléaire. Et juste pour vous donner quelques chiffres, pour un autre bâtiment, enfin un bâtiment parmi ces 8, le bâtiment réacteur, c'est pour une acquisition 33 milliards de points. Et au niveau de la maquette 3D, on a 90 000 géométries 3D. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? En fait, on va faire des acquisitions sous forme de nuages de points. C'est une forme de photographie, donc un instant T, mais avec de l'information dimensionnelle de la réalité de l'installation. Et à partir de ce nuage de points, en fait, il va y avoir un technicien qui va segmenter à la main l'ensemble des équipements dans l'installation. Une fois qu'il a fait la segmentation, il va faire un fitting, faire un ajustement semi-automatique d'une forme 3D sur cet équipement. Par exemple, il détourne à la main une tuyauterie, un nuage de points qui représente une tuyauterie, et il va ajuster un cylindre sur cette tuyauterie. Et ça, 90 000 fois pour un bâtiment. Oui, pardon. Mieux que tout à l'heure. Et donc, vous avez la répartition en temps de la constitution de maquettes 3D. Vous voyez que la part la plus importante est sur la reconstruction 3D. Et le temps que ces techniciens qui ont une compétence précieuse pour la filière, en fait, on aimerait qu'elle soit allouée sur une autre partie qui demande plus d'intelligence humaine plutôt que de la segmentation 3D. Donc, l'objectif du challenge ici, c'est un objectif de segmentation sémantique du nuage de points 3D. Et en fait, finalement, c'est la première étape avant une segmentation par instance au niveau des équipements jusqu'à la reconstruction 3D. Donc, ce qu'on veut, c'est apprendre un modèle F qui, pour chaque point XI du nuage, va prédire la classe de l'équipement. Et la classe de l'équipement, ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être de la tuyauterie, des chemins de câbles, ça peut être ce qu'on appelle du génie civil, donc le sol, les murs, des vannes et toutes sortes d'équipements. Pour revenir un peu sur la nature de la donnée, ce qui est les nuages de points, en fait, ils sont acquis à partir de ce qu'on appelle des scanners laser, qui sont montés sur trépied. Un scanner laser, en fait, c'est un système qui tourne sur deux axes, un axe horizontal et un axe vertical, et qui, pour chaque position oculaire, va faire une mesure de distance à partir d'une émission laser. Et donc, en fait, on va avoir 33 millions de mesures, et donc on a un nuage de points qui représente 33 millions de points. Ça, pour une station. Il va enregistrer également plusieurs types d'informations, ce qui fait qu'au final, pour un point, donc une mesure, on va avoir une coordonnée. Par exemple, ça va être les deux angles, l'angle vertical, l'angle horizontal et la distance. Cette donnée, on la convertit en données 3D, x, y, z, donc une donnée tridimensionnelle. Et ensuite, on va leur associer des informations comme l'intensité du retour laser. L'intensité du retour laser, en fait, elle concatène l'angle d'incidence sur laquelle va être réfléchi le spot laser de l'équipement, et également la nature du matériau. Donc ça donne une indication si on a un matériau qui est très réfléchissant, parce qu'il est métallique, ou alors il est noir, et donc très peu réfléchissant, et ça peut être le volant d'une vanne, par exemple. Et enfin, on a également une information de couleur représentée par l'information RGB. En fait, on a plusieurs nuages de points, qui ont été acquis pour chaque position des trépieds, les stations. On les assemble pour former un seul et unique nuage de points, et on donne aussi l'information de l'indice des stations. Ça peut être une information intéressante pour votre modèle prédictif de savoir qu'un point a été acquis depuis une certaine position. Je fais juste un petit détour. Pour vous aider à manipuler cette donnée nuage de points et pour vous aider à visualiser, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par un logiciel open source qui s'appelle Cloud Compare. Et donc, vous pourrez facilement charger les nuages de points, visualiser et également visualiser les résultats. On a fourni une petite fiche descriptive de l'utilisation de ce logiciel avec ce challenge. Et enfin, pour venir finalement au challenge, ce qu'on fournit ici, ça va être un nuage de points
qui a été un key, en fait, c'est dans une installation industrielle, mais qui est une chaufferie qu'on a à EDF-Saclay, qui est, en termes de complexité autour de la segmentation de nuages de points, assez proche des environnements industriels dans le nucléaire, par exemple, ou dans l'hydraulique. Et on a, pour le training set, un nuage de points qui est constitué de 169 millions de points acquis à partir de 50 stations différentes. Voilà. Et juste pour parler encore un peu plus des nuages de points, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une donnée qui est présentée sous forme d'une liste non ordonnée. C'est-à-dire que pour un nuage de points, si on prend la position dans la liste du point et qu'on vient l'intervertir avec une autre position, ça ne change pas la nature du nuage de points. Contrairement à une image, si on prend la position d'un pixel et qu'on vient l'intervertir à une autre position, ça change totalement la nature de l'image. Ici, c'est une caractéristique de la donnée, on a une donnée qui est non ordonnée. Une manière naïve, finalement, d'attaquer le problème, c'est de se dire, je prends tous les points de manière indépendante et je vais appliquer un classifieur linéaire parce que je suppose que l'information de colorimétrie et d'intensité est suffisamment discriminante. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas, ce serait trop simple, mais en plus de ça, le message que j'aimerais bien faire passer, c'est qu'on perd toute l'information spatiale. Donc il y a 3 façons d'attaquer la problématique qui se retrouvent dans la littérature. On peut directement attaquer le problème avec une liste non ordonnée. Il y a un réseau qui a porté ça il y a quelques années, un réseau de neurones profonds qui s'appelle PointNet. Ou alors, on peut travailler sur des grilles irrégulières en adaptant des opérateurs de convolution sur ces grilles irrégulières à partir de méthodes sur graphe. Ou alors, on passe par une régularisation de l'espace, une régularisation de la grid. Typiquement, on peut projeter le nuage de points sous forme d'une image, et à ce moment-là, on se ramène à une problématique de traitement d'image. Ou alors, on passe par une régularisation 3D sous forme de voxels, et donc finalement, c'est des sortes de pixels en 3D sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Je profite également pour remercier l'ensemble des organisateurs qui nous permet de vous proposer ce challenge aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, le challenge suivant nous est proposé par Napoléon X, donc sur un problème de prédiction de performance de crypto-monnaie. Je vais... Bonjour à tous. Peut-être sur la première slide. Alors, merci d'assister à cette présentation. Le challenge s'appelle « Prédiction de rendement d'un cluster de crypto-monnaies ». Il est présenté par Napoléon. Donc, en quelques mots, sur notre compagnie. Donc, nous, en fait, on gère les actifs en crypto-monnaie pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va décider quoi acheter, quand les vendre à découvert. On a des solutions qui sont systématiques, c'est-à-dire qu'on conçoit des algorithmes, on les met en route, et après, ils vivent leur vie tout seuls, sans intervention de notre part. Et c'est pour ça qu'on aime bien les algorithmes de deep learning et de machine learning pour en fait exploiter des données qui pourraient être intéressantes afin de générer de la performance. Une slide sur les crypto-monnaies. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un sujet qui est très tendance en ce moment. Donc, en fait, les crypto-monnaies, c'est designé comme des moyens d'échange ou des moyens de conservation de la valeur dans des économies virtuelles qui sont sécurisées par la blockchain. Et en fait, la blockchain et la technologie de la cryptographie permettent de résoudre des problèmes de sécurité comme les problèmes de la double dépense. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dépensé mon token, je ne peux plus le dépenser à l'avenir. Alors, il y a beaucoup de tokens qui existent. Les plus connus sont Ether, Bitcoin, Solana. Il y en a plus de 10 000. Ils diffèrent par leur blockchain, par leur valeur, même s'il y en a certains qui pensent qu'elles valent toutes zéro, par leur fonction ou par leur utilité. Il y a des places d'échange qui se sont construites pour en fait pouvoir s'échanger les tokens. C'est-à-dire que moi, je peux donner un Bitcoin et quelqu'un d'autre va me donner des Ethers en échange. Je peux citer Binance ou Uniswap. Et en fait, c'est des marchés qui sont assez liquides, donc on peut construire des courbes de prix. On aime bien utiliser les prix par rapport au Bitcoin parce que pour nous, c'est le benchmark dans ce marché. Alors, comme vous l'avez vu, il y a le mot cluster dans le titre du challenge. Donc, je vais commencer par le définir. En fait, imaginez qu'à un instant T, vous avez un ensemble d'assets sur lesquels vous pouvez investir. Un clustering,
c'est une partition de cette tous ensemble d'actifs. En fait, c'est un ensemble de sous-ensembles qui sont disjoints. En fait, il faut appuyer quelque part ou pas? Et chacun de ces sous-ensembles constituera un cluster. Donc, on peut imaginer l'univers des crypto-monnaies comme un graphe où les actifs seront des nœuds. Et en fait, les techniques de clustering les plus classiques vont rajouter des arêtes entre les nœuds. Et en fait, jusqu'à un certain point, et on considérera que chaque cluster et que les sous-graphes connect sont des clusters. Donc il y a beaucoup de techniques pour faire du clustering. En equities, on aime beaucoup utiliser les secteurs industriels, c'est-à-dire qu'on va rapprocher Boeing de Airbus, on va rapprocher Pepsi de Coca. En crypto-monnaie, les secteurs industriels n'ont pas beaucoup de sens, donc on va plutôt utiliser les relations de co-mouvement. C'est-à-dire qu'on va rapprocher les actifs dans un même cluster qui bougent ensemble et en même temps. Ensemble et dans la même direction plutôt. Donc voilà. Je vais vous présenter un peu ce que c'est un sample. Donc un sample, c'est la donnée d'un cluster, donc d'un graphe. Vous pouvez voir A1, A2, A3 jusqu'à AN, et d'un jour. En fait, le jour va définir les données qu'on va vous donner par actif. Par actif, pour chaque sample, on va vous donner, et pour chaque asset, on va vous donner deux quantités inconnues, MC et MD, ainsi que les 23 premiers returns horaires par jour. Le but du challenge est de définir et de prédire le rendement moyen du cluster à la fin de la journée, c'est-à-dire entre 23h et 24h. Alors bien sûr, par actif, on vous a caché le dernier return, sinon ce serait un peu simple. Mais donc voilà. Et en fait, ces returns cachés par actif peuvent définir des sous-targets, c'est-à-dire qu'une méthodologie pourrait en fait ignorer le graphe, travailler que avec les actifs, essayer de prévoir le dernier rendement et après moyenner le résultat. Alors je vous ai parlé de Bitcoin, Ether, etc. Mais en fait, dans les données, ce sera anonymisé, c'est-à-dire que vous ne saurez pas à quoi correspond A1, c'est-à-dire qu'ils seront numérotés de 1 jusqu'à N. Et une particularité de ce challenge, c'est qu'en fait, on travaille avec des graphes, et ces graphes n'ont pas forcément la même taille. Parfois, ils feront de taille 5, parfois de taille 20, donc il faut bien imaginer des algorithmes qui sont résistants à un graphe qui sont de tailles diverses. Et notre benchmark, donc je vous rappelle les données qu'on vous fournit. Nous, on s'est dit par actif quelle est une prédiction raisonnable pour le dernier rendement. On s'est dit c'est la moyenne des rendements sur les 23 premières heures. Et enfin, on a fait la moyenne de ces rendements. Donc voilà. Voilà benchmark qui peut être codé en 5 lignes. Et la loss qu'on utilise, c'est la RMSE. Et enfin, un petit bonus, donc comment est-ce qu'on a construit ces clusters? Donc les crypto-monnaies, c'est des actifs qui sont assez émergents. Il y a des projets qui arrivent, qui disparaissent. Enfin, les relations entre les actifs, elles sont vraiment pas stables. Donc elles doivent être réévaluées assez régulièrement et les clusters updatés. C'est pour ça que, en fait, notre technique, c'est qu'au début de chaque semaine, on regarde sur une fenêtre du temps du passé, on essaye d'apprendre les relations entre les actifs. On va faire un clustering là-dessus. Et enfin, pour chaque cluster dans ce clustering, on va 21 samples pour les 21 prochains jours. Et en fait, on va répéter cette procédure toutes les semaines, ce qui nous permet d'avoir un nombre assez conséquent de clusters. Donc voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que j'ai été assez clair et avoir éveillé votre intérêt. Merci à vous et merci à l'organisation de ce challenge. On sera à nouveau dans le domaine de la finance avec Natixis sur la prédiction de l'impact des discours des banquiers sur les cours des marchés par Olivier Croissant. Bonjour, donc je suis Olivier Croissant, je suis analyste quantitatif au sein de Natixis. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au NLP. Alors, pourquoi le NLP ? Eh bien, parce que quand on regarde parmi toutes les disciplines du machine learning, la manière dont ils se sont développés,
on voit, alors je distingue par exemple le texte, l'image, l'audio, la vidéo, et il est certain que les images ont beaucoup progressé et nous ont donné des perspectives extrêmement intéressantes, mais les techniques qui ont été appliquées dans l'image maintenant commencent à s'appliquer aussi au texte, et c'est-à-dire ce qu'on appelle donc le langage naturel. Et on voit effectivement que à l'heure actuelle, c'est le texte qui bénéficie peut-être le plus des boosts qu'ont permis de réaliser les autres domaines. Alors, pourquoi le texte maintenant? Eh bien parce que, en fait, il y a des techniques extrêmement sophistiquées qui sont nées assez récemment. Et je vais en parler d'une d'entre elles, donc, qui est la technique des transformers, et je vais l'appliquer au domaine. Donc, je pars des discours des banquiers centraux. Alors, les banquiers centraux sont des gens donc très importants qu'on écoute, et ils disent des choses. Alors, de temps en temps, ce qu'ils disent n'a pas, on voit pas très bien à quoi ça sert, mais la plupart du temps, c'est toujours dans un certain contexte, et ça donne une idée de ce qui va peut-être se passer sur les marchés financiers dans les jours, les mois, les années, on ne sait pas. Et donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable, à partir de ces discours, de dire un petit peu ce qui va se passer sur les marchés financiers. Alors, pour ça, on va... Alors, là, je donne par exemple le dernier transformer qui vient de sortir, c'est celui de DeepMind. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transformer? C'est une technologie dans laquelle vous avez un certain nombre de paramètres qui ont été appris. C'est un modèle de langage. Pour Gopher, par exemple, il y a 280 milliards de paramètres qui ont été learnés, ce qui est assez impressionnant. C'est une réponse à Microsoft qui avait sorti le précédent benchmark, qui était GPT-3 avec 175 milliards de paramètres. Alors, on ne va pas travailler sur ces transformers qui sont un petit peu difficiles à utiliser. Moi, je suis parti d'un transformer qui était un petit peu plus simple. Il n'avait que 4 milliards de paramètres. Donc, un transformer fait par Microsoft. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà alors, c'est un petit peu compliqué la manière dont c'est architecturé. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de rentrer tellement dans la technique. Mais je vais vous donner une petite idée. Il y a 3 choses qui sont importantes à savoir sur la manière dont les transformers marchent. C'est la première, c'est cette idée de key value association. Donc, c'est-à-dire la manière dont... Alors, un transformer, vous voyez, ça prend un texte en entrée et ça sort un texte en sortie. Et le problème, c'est... on peut pas... Alors ici, par exemple, on fait de la traduction. Et quand on fait de la traduction, on ne peut pas faire les choses mot à mot. Il peut y avoir effectivement des mots qui se transforment en des mots à peu près équivalents dans la langue cible, mais trop souvent, il faut tenir compte du contexte. Et alors, pour ce faire, on a une technique, donc, qui est la technique des transformers. Je ne vais peut-être pas rentrer trop, j'avais l'intention de donner un petit peu d'indications sur la manière dont j'ai compris comment ça marchait. Et en particulier, l'idée, c'est que c'est rien d'autre qu'une extension d'une analyse en composantes principales, c'est-à-dire donc la manière dont une matrice se décompose en valeurs propres quand elle est diagonalisable. Et on voit ici, par exemple, donc une matrice M. Cette matrice M, en fait, si on la diagonalise, on voit alors là les vecteurs EI qui sont les vecteurs propres, et puis lambda I, c'est les valeurs propres. Et on voit qu'on peut arranger la matrice sous une forme où on va renommer les choses. Et alors, par exemple, donc vous avez le vecteur propre EI, ça va être la valeur. La valeur propre, on va la grouper avec le projecteur sur le vecteur propre, et ça va nous donner donc le noyau KI. Et puis X, c'est le point de...
c'est l'entrée de la matrice, et je vais l'appeler la query. Et alors, dans ce cas-là, on se rend compte que... alors là, vous voyez, j'ai aucun paramètre. Hein, et on a en fait une correspondance avec les transformers, avec le transformer dans lequel il n'y a aucun paramètre. C'est le transformer, donc identité. Et alors, à partir de ce moment-là, si on déforme à la fois les valeurs propres, les vecteurs propres et puis le query X, eh bien, on obtient ce que l'on appelle l'analyse QKV, qui est à la base du transformer. Alors, cette petite incursion cette intersection entre la théorie des opérateurs et les transformers est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnaient les transformers. Et donc, si vous êtes intéressé au langage naturel, c'est quelque chose que je vous invite à regarder, donc en explorant un petit peu le web. Alors, donc je vais pas aller là. La deuxième chose, c'est que les transformers, malheureusement, ils ont une largeur d'entrée qui est, à l'heure actuelle, aux alentours de 512 tokens. Et donc, c'est des choses qui sortent et qui rentrent. On fait rentrer 512 tokens et on fait sortir 512 tokens. Le problème, c'est que les textes que l'on analyse sont en général beaucoup plus longs. Et alors, du coup, il faut être capable de faire des analyses en petits bouts et de regrouper les petits bouts. Et c'est ce qu'on appelle le problème du pooling. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans les différentes méthodes, mais pour pouvoir analyser donc les textes des banquiers centraux, il était nécessaire de pouvoir faire rentrer jusqu'à à peu près 15 000 ou 20 000 tokens à l'intérieur des transformers, et pour que les transformers sortent donc un embedding qui soit raisonnable. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est la sortie des transformers, en fait, n'est pas très intéressante en elle-même, parce que le transformer, en fait, ne connaît pas du tout le domaine dans lequel il va être appliqué. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire alors de tuner ce transformer. Et alors, une des manières de le tuner, c'est ce qu'on appelle le contrastive learning, qui est une manière... Alors ici, la manière dont ça a été utilisé pour les problèmes de volatilité, c'est on a cherché à faire que le transformer soit particulièrement sensible au problème de la différence entre instabilité et stabilité. Entre tout ce qui a trait à ce qui peut faire bouger les marchés et tout ce qui a trait à ce qui peut, au contraire, calmer ces marchés. Et donc, par contrastive learning, on réussit à tuner ce transformer, et à partir de ce moment-là, eh bien, le transformer fournit des embeddings qui peuvent être utilisés pour la prédiction. Là, ça, par exemple, c'est un exemple de boosting où on voit effectivement la manière dont ça marche. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voyez donc la partie bleue qui vaut 0,017, c'est avant le boosting, et après le boosting, eh bien, on a une partie verte qui monte à 19 et la partie rouge qui descend à 16, et ça signifie qu'on a réussi à infléchir ce que pensait le transformer d'un problème de volatilité. Vous allez travailler donc avec un certain nombre de marchés financiers, qui sont les marchés financiers qui sont le plus susceptibles d'être affectés par le discours des banquiers centraux. Alors ici, vous allez voir donc les courbes de volatilité, les marchés de volatilité, que sont le VIX et le V2X. VIX, c'est le marché de volatilité américain, V2X, c'est le marché de volatilité européen. SRVIX, c'est les taux de swap, c'est les marchés de volatilité sur les taux de swap. Ensuite, vous avez aussi le CVIX, qui sont les marchés de volatilité des cryptos. Les autres sont des marchés plus classiques, du style les bonds. Vous avez aussi deux niveaux d'index, Standard & Poor's et SX5E. Et un marché qui est censé capturer
le niveau de peur qui existe dans les marchés, qui est le move. En faisant ça, eh bien, on voit qu'on arrive à apprendre quelque chose. Alors, la spécificité de ce challenge, c'est que le training n'a que 2000 points. Vous avez 2000 points. Le nombre de dimensions de chaque point, c'est 768. C'est la dimension des embeddings. Et donc, la difficulté, c'est que peut-on apprendre avec 2000 points? Eh bien, on ne peut pas effectivement apprendre beaucoup. Ça marche un peu. Et votre challenge, ça va être d'essayer de le faire marcher un tout petit peu mieux. Il est certain que vu le faible nombre de points et vu le fait que si les discours des banquiers centraux prédestinaient les marchés, ça se saurait. Donc on n'espère pas avoir un apprentissage parfait. Mais néanmoins, le fait d'être capable de prédire un petit peu est un énorme progrès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, le challenge suivant est un challenge qui vient en fait du fait que la France est maintenant présidente de la Commission européenne, et donc il y a un challenge dans ce cadre-là qui est proposé, donc c'est Philippe Blanc qui est aussi chercheur à l'École des Mines, sur des problématiques de prédiction d'irradiance solaire à la surface de la Terre. Et je vais en venir. Pardon ? Oui, c'est sûr. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un challenge qui est effectivement en relation avec la prévision intra-horaire du rayonnement solaire en utilisant des données issues de satellites. Et le satellite en question, c'est Météosat seconde génération. Tout d'abord, je me présente, je suis Philippe Blanc, je suis responsable du département énergétique et procédés de l'École des Mines de Paris, qui est juste à côté là. Mais je travaille à Sophia Antipolis et on a proposé ce challenge avec Yves-Marie Saint-Drenan, qui travaille dans le même laboratoire qui s'appelle le Centre Observation Impact Énergie, où on travaille sur l'évaluation de la ressource solaire et des énergies renouvelables et des analyses des impacts environnementaux des systèmes énergétiques en général. J'attire votre attention sur le fait que cet après-midi, il se trouve que je vais donner un cours à la suite du cours de Daniel Linco sur la ressource solaire, je ne sais pas dans quel amphi, mais au Collège de France aussi. Donc c'est un hasard du calendrier qui nous mène ici. Donc ce challenge s'inscrit dans un challenge qui a été proposé par Copernicus, et donc je vais d'abord parler de ce qu'est Copernicus. Peut-être que ce n'est pas connu de tout le monde. Copernicus, c'est un programme de l'Union européenne massif qui consiste à mettre en place des moyens d'observation de la Terre pour la surveillance de l'environnement. Les moyens d'observation de la Terre sont très vastes. Ce sont des satellites, ceux auxquels on pense en premier. Vous avez peut-être entendu parler des Sentinelles. Sentinelle 1 qui est un radar à synthèse d'ouverture. Sentinelle 2 qui est un système optique à 10 mètres de résolution mais sur 12 bandes spectrales. Donc il y a 7 satellites comme ça qui sont capables de prendre des images de manière massive, persistante, plusieurs fois par jour pour certaines. Et ça constitue un socle d'informations qui nous donne une meilleure connaissance sur la Terre, et l'atmosphère et les océans. Ce n'est pas que ça, Copernicus, c'est aussi des mesures in situ. On ne peut pas imaginer de faire toute l'observation depuis l'espace. Donc on a des mesures in situ, ça fait partie de Copernicus. Et aussi, il faut prendre en compte aussi les modèles. Les modèles numériques sont maintenant aussi des moyens d'observation, puisqu'ils intègrent des mesures in situ, ils intègrent des mesures satellites. Et donc ces modèles numériques, c'est par exemple les modèles numériques météorologiques, ou des modèles numériques de chimie transport, ou des modèles mécaniques, de la mécanique des fluides des océans. Tous ces modèles, tout ce que constitue Copernicus, doit servir à un certain nombre de sous-domaines que sont l'atmosphère, les océans, c'est vrai que c'est tout petit là en fait, la Terre, la surface, le changement climatique et la sécurité. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du Copernicus Atmospheric Monitoring Service, qui est un service spécifique pour comprendre et suivre l'atmosphère. Donc, par exemple, le contenu en CO2 de l'atmosphère, de la vapeur d'eau, etc. Et en particulier, on va regarder la capacité de Copernicus Atmospheric Monitoring Service, CAMS.
c'est un acronyme, pour déterminer la quantité de rayonnement solaire qui arrive au sol. Donc cette quantité de rayonnement solaire, elle est disponible via un service web qui est gratuit, disponible à tous. Ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que ce programme Copernicus produit des données qui sont gratuites, open source, et vous pouvez faire du business à partir de ces données-là. Donc c'est vraiment, on met à disposition ces données-là, et on sent qu'on a bien effectivement un intérêt à faire en sorte que les gens s'approprient ces données et sachent les utiliser, d'où le challenge. Et c'est donc dans le cadre donc, de ce challenge, il est lancé dans le cadre du colloque Copernicus Horizon 2035 qui va avoir lieu du 16 au 17 février. Donc aujourd'hui, il y a un lancement du challenge, mais sachez que le lancement officiel de ce challenge sera le 17 février, un petit peu avant midi, pour le programme Copernicus. Mais vous pouvez tout à fait commencer à faire ce projet-là dès aujourd'hui. Alors, on va utiliser les données satellites issus de Météosat deuxième génération, satellite géostationnaire qui est à 36 000 km de la Terre et qui observe la Terre, enfin la partie qu'il est capable de voir, puisqu'il est au-dessus du golfe du Guinée, à la longitude 0, à l'équateur. Donc il voit un tiers du globe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe jusqu'à des latitudes de l'ordre de 65 degrés. Donc plus ou moins 65 degrés en latitude et longitude. Et donc ça, tous les quarts d'heure, on est capable d'observer la Terre et son atmosphère avec les nuages, avec une résolution de 3 km de résolution. Nous avons développé à l'École des Mines l'algorithme qui est appliqué par CAMS pour estimer la quantité de rayonnement solaire qui arrive au sol. Et c'est sur ces données-là que vous allez travailler pour faire de la prévision. Alors, pourquoi on fait de la prévision? Parce que bien entendu, le rayonnement solaire, j'en parlerai un peu plus cet après-midi, est variable à la fois dans le temps, donc c'est des données journalières que l'on voit en bas, des données intrajournaires qu'on voit en haut, et bien sûr, il y a des corrélations spatiales et temporelles du rayonnement solaire incident au sol, liées notamment aux nuages, évidemment, mais pas que. La prévision solaire est très importante dans l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, puisque cette énergie est variable dans le temps et dans l'espace. Il est nécessaire de savoir quelle va être la variabilité pour pouvoir intégrer correctement ces sources d'énergie dans le réseau électrique. Et donc de faire face à cette variabilité en utilisant des moyens de stockage ou des moyens de production d'énergie annexes qui permettent de pallier l'intermittence ou la variabilité de la quantité de rayonnement solaire qui va arriver à un endroit donné. La particularité de ce challenge, c'est de vous fournir non pas une donnée de rayonnement solaire dans le temps et de faire la prévision de cette série temporelle. La particularité de ce challenge, c'est de vous fournir non pas une série temporelle d'une valeur, mais d'un ensemble de valeurs qui observent dans un rayon d'environ 240 km à la ronde d'un point d'intérêt que je n'ai pas déterminé pour éviter d'aller chercher des données sur le site Copernicus, des données du futur. Voilà. Et donc, c'est en utilisant ces données-là qu'il faut être... Donc, c'est des séries temporelles. Alors, ça devrait démarrer. Voilà. Donc, on voit cette série temporelle. Donc, c'est de l'éclairement. C'est exprimé en watts par mètre carré. C'est des données tous les quarts d'heure. Et on essaye compte tenu, sachant les 4 données précédentes, est-ce qu'on est capable, donc de la dernière heure, est-ce qu'on est capable de prédire la prochaine heure avec une granularité de 15 minutes. Donc c'est de la prédiction de séries vidéo de variabilité du rayonnement solaire au sol. Alors j'ai donné un certain nombre d'informations pour accompagner ce dataset qui constitue, donc c'est des matrices de valeurs d'irradiation, d'éclairement, pardon. Ce que l'on donne, en plus de ces valeurs d'éclairement dans le passé, on donne la valeur d'éclairement que l'on aurait si on n'avait pas eu de nuage. Donc ça s'appelle le rayonnement partiel clair. Et on va vous donner aussi la position du Soleil en fonction du temps, en azimut et en élévation. Enfin, en angle zénital solaire plus exactement, et en azimut. Donc c'est l'ensemble de données-là, vous les avez à chaque instant. Et vous avez les valeurs d'éclairement pour l'heure précédente, les valeurs de rayonnement solaire par ciel clair dans l'heure précédente et dans l'heure suivante, et les positions du Soleil qui sont totalement déterministes. Connaissant ça, est-ce qu'on est capable de déterminer les 4 quarts d'heure suivants de rayonnement solaire et avec quelle précision?
Alors, bien entendu, c'est très difficile de définir une métrique d'intérêt pour la prévision. On propose aujourd'hui une métrique très simple qui est le mean square error, le root mean square error, qui évalue la norme L2 de l'écart entre ce que vous avez prédit et ce qui s'est effectivement passé, sur tous les horizons de temps, d'un quart d'heure à 1 heure. J'ai coécrit des papiers qui expliquent que le RMSE n'est pas une bonne métrique pour le rayonnement solaire, mais il faut bien commencer par quelque chose. On a discuté, d'ailleurs, merci à Marine, à Gassen et à Simon de nous avoir aidés à aller simplifier quand même le challenge pour arriver à quelque chose de lisible et de compréhensible. La baseline de la prévision, étonnamment, c'est ce qu'on appelle la persistance. C'est-à-dire qu'il faut être meilleur que la prévision qui consiste à dire le temps dans un quart d'heure, c'est celui que j'ai maintenant. Ou le temps dans 1 heure, c'est celui que j'ai maintenant. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple. Donc voilà la baseline, c'est cette persistance. Et on va exprimer l'intérêt d'une méthode de prévision par rapport à l'écart de la RMSE, entre votre RMSE de prévision et celle que donnerait la persistance. Alors, comme c'est un sujet sûrement un peu atypique, je pense que c'est la première fois que vous avez de la prévision d'images vidéo, en tout cas de nuages. Voilà, il y a ce que l'on utilise actuellement, c'est des méthodes à base de Cloud Motion Vector, c'est du computer vision très standard, c'est-à-dire que j'ai 2 images en séquence, j'en déduis des déplacements de nuages et je vais dire que les déplacements sont persistants dans l'heure suivante. Et je vais en déduire la prévision, faire cette prévision avec cette persistance du mouvement. On peut faire en eulérien ou en lagrangien, comme on veut, mais c'est exactement ce principe-là et que vous pouvez implémenter tout à fait compte tenu des datasets. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est l'émergence de méthodes de deep learning pour faire cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce challenge, c'est voir comment ça arrive à décoller par rapport à une méthode classique de CMV. Et j'étais dans une jury d'une thèse de EDF R&D, Vincent Le Guen, qui propose une méthode tout à fait intéressante, qui combine un modèle de LSTM convolutif avec un modèle physique de type équation différentielle partielle, de type CMV. Donc il l'a appliqué sur des images fisheye de caméra, mais je pense que ça s'applique tout à fait avec des images de satellites. Donc j'espère que ça vous a intéressé de contribuer à la transition énergétique en faisant un challenge sur la prévision du rayonnement solaire. Merci beaucoup. Donc c'est encore un très beau sujet. J'imagine que les données doivent être lourdes. Oui, c'est 2 gigas de données. 2 gigas de données, oui, donc c'est pas étonnant. Est-ce que je peux rajouter justement à propos de ça? Oui. Il est possible, enfin, c'est en cours de discussion, dans le cadre justement du colloque Copernicus en février, qui est une annonce comme quoi il y aura des moyens de cloud processing à disposition pour un certain nombre de personnes qui s'inscriraient et auraient à disposition des machines un peu plus rapides pour faire ce challenge. Ce serait à partir de quand? Pardon, ce sera le 17 février le challenge. Je pense qu'on aura un peu plus d'informations sur le sujet. Sinon, vous pouvez utiliser Colab, je pense. Les données sont libres, hein, vous pouvez les mettre sur le niveau. D'accord, merci beaucoup. Donc le dernier challenge qui est présenté aujourd'hui, présenté par QRT. Donc par Adrien Hardy, et c'est sur la prédiction de séries temporelles. Oui, ça bouge tout seul. Merci. Bonjour à tous. Je suis Adrien Hardy, chercheur quantitatif à Cube Research and Technologies, QRT pour les intimes, et je suis ravi de vous présenter ce challenge pour l'édition 2022. C'est notre 3e participation et on est toujours très heureux de participer avec vous à cet événement. Alors, en 2 mots, QRT est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs. Ça veut dire que nos clients sont des investisseurs professionnels, par exemple des fonds souverains, des fonds de pension ou des fondations pour des universités privées. Et ces clients nous confient leur argent qu'on va investir à l'aide d'algorithmes de trading sur des marchés financiers. Alors ça peut être par exemple des marchés des actions, stocks en anglais, des obligations ou des crypto-monnaies.
parmi d'autres. Et pour vous donner une idée du style, typiquement, on utilise des algorithmes qui vont utiliser beaucoup de données pour essayer de détecter des anomalies sur ces marchés et les arbitrer. Le tout en restant assez peu exposé aux variations des principaux indices boursiers. On dit qu'on est hedgé. Alors, pour vous expliquer le contexte du challenge qu'on vous propose cette année, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le cadre général d'une stratégie d'investissement. On commence toujours par fixer un univers sur lequel on veut investir, sur lequel on veut développer notre stratégie. Alors, par exemple, les 500 plus grandes entreprises américaines selon le S&P. Et cela vous donne à disposition, pour chaque tentée, les rendements de ces actifs, returns en anglais. Alors, pour fixer les idées, on va imaginer que le pas de temps dans cet exposé, c'est d'une journée. Et vous voyez sur cet exemple, par exemple, que voilà, entre le jour T-1 et le jour T, Apple a pris 3% de sa valeur, Google a perdu 1%, etc. Une stratégie d'investissement, c'est un algorithme qui, à chaque tentée, renvoie un vecteur de position ou de poids, de dimension, le nombre d'actifs, et chaque entrée représente la proportion de votre investissement que vous voulez allouer à cet actif. Bien sûr, vous avez le droit uniquement d'utiliser les données disponibles jusqu'au temps T. Et au temps T+1, votre stratégie va gagner ou perdre ce produit scalaire, c'est-à-dire le produit scalaire de votre vecteur de position au temps T fois les returns du lendemain. Alors bien sûr, vous voulez que ce produit scalaire soit maximal, et l'inégalité de Cauchy-Schwarz vous assure que la meilleure stratégie possible serait de jouer les returns du lendemain, ce qui est bien sûr impossible, mais ça vous motive à développer des algorithmes de prédiction robustes pour les returns futurs. Bon, alors la prédiction de return futur, c'est un grand classique des data challenge. En général, on vous donne un gros jeu de données et on vous dit voilà plein de variables explicatifs ou facteurs explicatifs. À vous de construire un modèle prédictif, c'est-à-dire une fonction plus ou moins complexe de ces facteurs pour prédire le return du lendemain. Bon, dans ce challenge, on a essayé d'être un petit peu plus original et on vous pose la question qu'est-ce qu'on fait si on ne vous donne pas ces facteurs explicatifs tout près? D'accord ? Comment construire ces facteurs explicatifs? Alors, si vous avez déjà fait un cours de série temporelle ou un peu de finance, vous aurez quelques intuitions sur quels facteurs utiliser. On peut penser au modèle autorégressif, à des facteurs qui peuvent être des moyennes mobiles. On peut penser à des facteurs microéconomiques, comme dans les modèles de Fama-French, entre autres. Mais ici, on va partir du principe que vous n'avez pas d'a priori et qu'on va carrément essayer d'apprendre ces facteurs au travers des données. C'est le but de ce challenge. Pour rendre le challenge faisable, on va présupposer que les facteurs ont une forme particulière. Ce sont des combinaisons linéaires des returns du passé, alors jusqu'à une fenêtre de temps D fixée. Et de cette façon-là, on a une sorte de correspondance entre un facteur et un vecteur de dimension D. Donc c'est assez simple de représenter un facteur dans ce cadre-là. On doit aussi rajouter une hypothèse de diversification. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs facteurs, vous voulez que chacun des facteurs explique des informations différentes. Sinon, vous avez autant utiliser qu'un seul facteur. Au niveau des vecteurs, cette condition de diversification s'explique simplement. On va faire par la suite cette hypothèse que les vecteurs sont orthonormés. Ça va imposer automatiquement une condition de diversification. Et si on écrit les choses de façon un peu plus compacte, en considérant la matrice dont je ne sais pas si vous voyez bien, la matrice dont les colonnes sont justement ces vecteurs associés aux facteurs, la condition de diversification s'écrit A transposé A égale identité. Alors pour information, c'est l'espace de telle matrice, ça s'appelle une variété de Stiefel, c'est une petite généralisation du groupe orthogonal, et ça a été pas mal étudié en mathématiques, mais je n'ai pas souvent vu ça en finance. Mais bon, bref, pour conclure, on a au final un modèle prédictif avec deux paramètres. Un vecteur bêta qui représente les coefficients de la régression linéaire. Je suis allé un petit peu vite. Je reviens ici. Donc vous voyez tout en haut, voilà un exemple de modèle prédictif qui est une brave régression linéaire. Vous m'entendez bien? Ouais. Et donc le but du jeu va être de construire des facteurs basés sur cette régression linéaire toute simple. Donc le modèle le plus simple possible. Donc au final, on a un modèle avec ce bêta de la régression linéaire et une matrice A qui va encoder les facteurs que vous allez créer, potentiellement. Alors, le but du challenge, plus précisément, est le suivant. On autorise 10 facteurs explicatifs avec une profondeur de 250 jours pour leur construction.
On donne à disposition un jeu de données d'entraînement qui sera en fait les returns de 50 actifs, 50 stocks sur une période de 3 ans, ça fait 750 points à peu près. Votre objectif, c'est de construire ces modèles, ce modèle prédictif, c'est-à-dire ces deux paramètres A et bêta, et de nous les renvoyer. Alors j'insiste, ici le but du challenge n'est pas de renvoyer une prédiction pour des returns, mais carrément un modèle prédictif. Donc vous nous renvoyez le modèle complet. Et nous, on va évaluer votre modèle prédictif sur un jeu de données test qui est caché, vous n'y avez pas accès. Et voilà, schématiquement, vous avez des returns à gauche, enfin des returns cumulés. Vous avez le droit d'entraîner votre modèle sur les données à gauche. Vous construisez un modèle prédictif, vous nous le renvoyez, et nous, on le teste sur le modèle de droite, et on espère que ce modèle est toujours un bon prédicteur. Est-ce que votre modèle va être stable, robuste pour la prédiction générale d'actifs? Alors, pour la métrique, pour évaluer la qualité du modèle prédictif, on va prendre le produit scalaire entre votre prédiction et le vrai return du jeu de données caché. On fait une moyenne pondérée de manière à obtenir un nombre entre -1 et 1. Et voilà la métrique. D'accord ? Alors, en fait, plus précisément, on va faire ça que si votre matrice A satisfait la condition de diversification, au moins approximativement. Si jamais les colonnes de votre matrice A ne sont pas du tout orthonormales, on vous sanctionne avec un -1. On vous laisse une petite marge de manœuvre, parce que bien sûr, il y a des arrondis numériques. On vous propose un benchmark aussi, que vous verrez tous les détails dans le notebook qui accompagne la page web du challenge. En bref, on a tiré des facteurs aléatoirement, on a fait une régression linéaire, on a fait ça 1000 fois, et on a pris le meilleur résultat sur les données. Pour tirer des facteurs aléatoirement, on a juste tiré des vecteurs gaussiens, et on a appliqué Gram-Schmidt pour les orthonormaliser. Ça vous donne des facteurs, et vous pouvez les tester. Ce qui est intéressant, c'est que rien que ça bat déjà des modèles autorégressifs de séries temporelles. Vous avez des modèles avec la métrique, par exemple, ici, qu'on obtient. Je vous renvoie un notebook parce qu'on a choisi une certaine seed pour faire ça. C'est de 0,03. Un modèle autorégressif, c'est 0,012. Alors, on a eu la surprise de voir qu'il y a des gens qui ont déjà attaqué le challenge et des participants qui ont bien battu le benchmark. Alors, on a hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Quelques conseils pour la route. Alors, plus que jamais, faites attention à l'overfit. Vous avez un jeu de données d'entraînement, vous construisez un modèle prédictif dessus et vous voulez que ce modèle soit robuste sur un autre jeu de données. Il va falloir réfléchir un peu à ne pas trop optimiser et à prendre trop de bruit. Deuxième conseil, si le challenge vous intéresse, une bonne façon de commencer, c'est de regarder le notebook qui est sur la page du challenge, parce qu'on vous propose pas mal de modèles qu'on implémente et on a quelques discussions autour de ces modèles pour tester, voir ce qui marche pas. Alors, au niveau du choix des facteurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux pistes intéressantes à creuser, mais c'est juste des suggestions, hein, vous faites ce que vous voulez. La première, c'est d'utiliser des informations externes pour contraindre vos facteurs. Par exemple, vous voulez avoir une intuition financière et vous voulez mettre une contrainte sur la matrice A. Ou à l'inverse, vous pouvez être complètement agnostique et essayer de chercher une matrice A sur cet espace de matrice donnée. Et il y a plein de façons d'apprendre ça. Par exemple, mettre des modèles de machine learning sur l'espace des paramètres lui-même, c'est-à-dire faire des modèles sur des modèles. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour information, on a une page dédiée à ce challenge, un forum où vous trouverez plus d'informations et vous pourrez aussi éventuellement discuter entre participants ou avec nous si vous avez envie. On peut créer des threads. Et on a aussi une page LinkedIn où on va mettre régulièrement des updates sur ce challenge. Je vous remercie pour votre attention et je profite d'être le dernier pour remercier chaleureusement les organisateurs du challenge et tout le travail qu'il y a derrière qui est assez conséquent. Merci à vous. Merci. Je voudrais moi-même à nouveau m'associer à ces remerciements en remerciant Marine Néret et Simon Coste et l'ensemble des bêta-testeurs qui ont bêta-testé tous ces challenges, ainsi que tous les providers de cette année. Il y aura un challenge de plus peut-être sur la classification des chants d'oiseaux qui viendra au milieu avec une vidéo. Mais en attendant, je voudrais tous les remercier. Merci.